Éric Denessé, merci de venir nous rendre visite une fois de plus à François. C'est la deuxième fois que nous vous recevons ici. Donc, vous êtes directeur, pour ceux qui ne vous connaissent pas, directeur du centre CF2R. Vous êtes également en fait un ancien analyste, en fait expert en termes de renseignement. Vous avez consacré toute votre vie à l'information stratégique. Et la dernière fois que nous vous avions vu, donc nous étions à 2 semaines, en fait, 2 ou 3 semaines du début des hostilités en Ukraine. Donc le sujet était évidemment central et continue à l'être, mais d'une façon différente. Donc justement, en fait, comment voyez-vous en fait cette évolution depuis les 7 premiers mois entre cette intervention russe pour certains, opérations belliqueuses pour autres, et comment est-ce que ça a changé la face de notre monde du côté occidental et singulièrement européen depuis ? Merci, bonjour et merci de votre invitation. Effectivement, on s'était vu à l'issue des premières semaines de conflit, alors que la situation était encore très trouble, à l'époque où les Russes occupaient encore le nord de l'Ukraine autour de Kiev, et bien sûr, tout a beaucoup changé, à la fois sur le plan militaire et sur le plan géopolitique. Et finalement, à l'époque où l'on parlait d'une possible invasion de Moscou, on s'est aperçu en fait que l'opération est beaucoup plus limitée, qu'il y a eu probablement un certain nombre de ratés dans le début de l'opération militaire russe, mais que finalement, eh bien, on mesure aujourd'hui que le temps joue pour les Russes, puisque après probablement des petites erreurs initiales autour de la capitale ukrainienne pour essayer de faire tomber le régime de Zelensky, ils se sont installés durablement dans le sud, et que face à eux, l'armée ukrainienne est en grande difficulté, que les approvisionnements d'armes eh bien, commencent à être de plus en plus difficiles, et que malheureusement, on mesure bien que Vladimir Poutine et son état-major ont compris que le temps jouait pour eux, pour plusieurs raisons. D'abord parce que tout l'armement de haute technologie qui est fourni par l'Occident nécessite des temps de fabrication très longs, que les stocks sont vides, et que les Ukrainiens ont vraiment utilisé énormément d'armement. Les Russes en face bénéficient de matériel et de munitions et d'équipements qui sont beaucoup plus rustiques, avec des quantités plus importantes. Donc ils peuvent se permettre de tirer plus de munitions, de les produire un petit peu plus rapidement que le fait l'Occident, donc ils sont en situation finalement plus favorable. Et puis bien sûr ça a changé la géopolitique mondiale, on le mesure, où finalement tout le camp occidental s'est renforcé, réuni, ce qui est à mon sens assez négatif, parce que c'est une reprise en main par les Américains de l'Europe, c'est une forme de réotanisation de la défense européenne. Et puis on mesure que bien tout le camp non occidental, qu'il s'agisse bien sûr de la Russie, de la Chine d'un côté, mais l'ensemble des pays d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient, sont restés neutres, si ce n'est ont pris position parfois pour la Russie dans ce conflit, en disant écoutez, c'est quelque chose qui est lié à l'Occident, il y a un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas correctes, qui ont été formulées contre la Russie, et finalement c'est une forme de juste retour des choses. Alors c'est effectivement une situation à laquelle on ne s'attendait pas finalement au bout de 6 mois de conflit. Certains pensaient à une victoire rapide de la Russie, d'autres pensaient à un échec rapide, et puis on est sur une situation qui finalement pourrait vraiment durer, mais dont on pense aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe sur le terrain et de l'échec des contre-offensives ukrainiennes, que la Russie est en situation beaucoup plus favorable qu'initialement. Alors il y a quelque chose que l'on observe du côté occidental, c'est que rien n'est assez beau pour l'Ukraine. C'est-à-dire c'est dans le cas d'une certaine façon paradigmatique. L'Ukraine semble revêtir une importance hyperbolique pour les Occidents, c'est-à-dire c'est une guerre sainte, c'est une croisade. Aucun conflit au monde n'a supposé un tel investissement matériel, militaire, stratégique, de tels renoncements et une telle guerre de l'information comme l'Ukraine. Si on va vraiment à la racine, pourquoi de tels sacrifices pour l'Ukraine du côté occidental? C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans une situation énergétique qui nous conduit directement à la dépression, à une dépression. Pourquoi un tel investissement, j'allais dire presque émotionnel, à l'égard de l'Ukraine, alors que dans le monde, en fait, couvre toute une série de conflits, comme par exemple en Libye, qui représentent pour nous des préoccupations stratégiques beaucoup plus imminentes. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a à la fois
beaucoup d'irrationalité dans ce conflit, puis il y a quand même un petit peu de stratégie derrière. La stratégie, elle nous vient d'outre-Atlantique, où les Américains se rendent compte qu'après leurs échecs successifs en Irak d'une part, et surtout leur départ assez catastrophique d'Afghanistan, il fallait qu'ils redorent leur image pour resserrer autour d'eux le camp occidental dans la perspective ultérieure d'un possible affrontement avec la Chine et avec Pékin. Donc leur but, c'était à la fois de resserrer autour d'eux tous les acteurs européens, et si possible de mettre la main sur les ressources naturelles russes, voire associer la Russie à cette future conflagration dont on espère qu'elle n'aura pas lieu. Mais il y a aussi beaucoup d'irrationalité, parce qu'on le voit d'une part avec les équipes Biden aujourd'hui, dont on a beaucoup de mal à lire la politique. Alors pour deux raisons. En apprenant les élites américaines les plus médiocres depuis longtemps. On a aussi une crise interne aux États-Unis dans la perspective des midterms, mais qu'on a vu se profiler depuis près de 8 mois, ce qui fait que les circuits de décision sont parfois très difficilement lisibles, et même pour les Russes qui pendant très longtemps avaient une bonne connaissance du système américain, ils sont parfois troublés par l'absence de lisibilité de ce que prépare Washington, ce qui peut entraîner des risques de conflits plus importants. La politique intérieure américaine est vraiment aujourd'hui un des déterminants majeurs de l'évolution du conflit ukrainien. À côté de ça, les Européens se sont retrouvés pieds et poings liés par suivisme, par incompétence, par naïveté, et nous sommes devenus tous co-belligérants dans ce conflit, avec des sommes d'argent absolument astronomiques qui ont été déversées. Voilà. C'est très important. Est-ce que l'affaiblissement de l'Europe, c'est important pour les États-Unis et pour ce gouvernement Biden? On se souvient, en fait, avec les démocrates à l'époque de Barack Obama, du fuck the European Union de Victoria Nuland. D'une certaine façon, cette expression très vulgaire se concrétise quand même quelque part maintenant. Nous sommes dépendants du gaz américain. L'Allemagne, puissance industrielle, en est à faire un État armé, son État-providence, pour pouvoir pallier à une situation économique comme on n'a pas de registre, en fait, depuis les années 30 du siècle passé. Donc, d'une certaine façon, Victoria Nuland a quand même réussi. La prophétie ou son wishful thinking aujourd'hui se concrétise. Est-ce qu'ils nous veulent faibles? Alors, ils ne nous veulent pas faibles, ils nous veulent obéissants. Ils ont intérêt à avoir des alliés obéissants qui aient un minimum d'efficacité et de puissance. Ils nous veulent peut-être puissants militairement, mais faibles politiquement. Or, c'est tout à fait ce qu'ils ont réussi. Je disais il y a un instant, on a des élites américaines assez médiocres en ce moment. Je crois qu'on est obligé d'avoir le même constat concernant les élites européennes, en tout cas leur logique de souveraineté, leur perception de la crise, leur incapacité à avoir une indépendance de jugement et une position différente de celle des Américains. Les seuls qui aujourd'hui sortent un peu du rang sont les Italiens. Ce pays, pour des raisons diverses et variées, est le plus opposé à la guerre en Ukraine. On commence à voir aussi les fissures dans le camp occidental, bien sûr avec les attitudes de la Hongrie, mais également celles de l'Allemagne. Mais en règle générale, c'est une véritable reprise en main des États européens par les Américains, et on le voit surtout avec l'entrée a priori qui se fera de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. La Turquie ayant probablement un rôle à jouer pour faire durer les choses et renforcer sa position. Donc non, malheureusement, c'est là où on retrouve une partie de la logique américaine de ces dernières années, et notamment depuis la fin de la guerre froide, de vouloir en permanence élargir l'OTAN le plus à l'est possible pour finalement, en réalité, agrandir ce qu'ils appellent le camp occidental, dont ils sont les seuls leaders, et disposer d'un capital humain, technologique, économique, armé suffisamment puissant pour faire pièce à la Chine. Oui, on voit que il y a cette idée effectivement que dans l'élargissement en fait de l'OTAN aux ex-républiques du pacte de Varsovie, il y a au sein de ces républiques une espèce de source d'hypersensibilité à l'égard des États-Unis, etc. Mais ça, c'est aussi l'information qui nous arrive. Est-ce que au sein de ces républiques de l'Est, l'unanimité est réellement telle à l'égard de ces politiques américaines, en dépit du clientélisme, parce qu'ils doivent aussi observer de façon un peu sidérée cette Ukraine extrêmement corrompue, en tête de tous les rankings depuis toujours en termes d'opacité, de corruption de ces politiques, etc.
et qui reçoit ces mannes infinies d'argent dont on ne sait pas trop à quoi elles vont, puisque finalement le bilan militaire n'est pas en faveur de l'Ukraine pour l'instant. Donc est-ce que c'est à ce point unanime, ou est-ce que vous avez connaissance en fait de clivage et d'antagonisme au sein de ces républiques? C'est-à-dire qu'on voit vraiment avec les pays d'Europe de l'Est, comme les anciennes républiques que sont la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, bien sûr la Pologne, également la Tchéquie, la Slovaquie, on a là un certain nombre de pays qui sont très anti-russes. Alors la Pologne et les anciens pays baltes, on peut comprendre, il y a un historique qui vraiment fait que ces gens-là ont eu à souffrir et de l'occupation soviétique, bien sûr, mais dans l'histoire aussi de l'occupation russe. C'est moins vrai quand on descend pour les Hongrois, c'est beaucoup moins vrai pour les Roumains et pour les Bulgares, évidemment. Et donc, alors, sur ces États-là, il y a une vraie adhésion aux valeurs américaines, aux idéaux américains, à la stratégie américaine. Je dirais même plus, ces États baltes et les Polonais sont même parfois plus excessifs que les Américains dans le conflit ukrainien. Alors, j'ai toujours du mal à considérer les États baltes comme des acteurs internationaux d'importance. Chacun de ces États, qui fait entre 1 et 2 millions d'habitants, n'a même pas la taille d'une région française. Ils ont quand même 30% de population russe sur leur territoire. Et puis, comme on l'avait vu en Géorgie à un moment donné, comme on l'a connu en Ukraine, un certain nombre de leurs dirigeants politiques ont la double nationalité américaine. Donc, ce sont de véritables marionnettes et ils élèvent le ton alors que leur démographie, leur puissance militaire est absolument insignifiante. Il y a en Roumanie une assez forte détestation de l'Ukraine, puisque ce sont des pays voisins, même s'il y a la Moldavie entre les deux, et que les Roumains, à part les autorités qui bien sûr sont obligées de faire le jeu de l'OTAN, sont assez scandalisés de ce qu'ils voient depuis le début du conflit, des Ukrainiens qui quittent le pays avec de l'argent, des valises de dollars, la criminalité qui s'infiltre par leurs frontières pour aller en Europe de l'Ouest. Donc il y a un certain nombre de différences, mais malgré tout, la chape de plomb imposée par Washington sur tous les pays de l'OTAN porte ses fruits, et la dissidence n'existe pas au niveau des autorités. Les questions et les oppositions existent de manière beaucoup plus marquée dans la population. Alors justement, en fait, dans ces conflits, il y a une part de l'information qui nous arrive, mais c'est une part qui est extrêmement homogène, et on va y arriver parce que l'information est réellement stratégique ici. Est-ce que l'Ukraine, ce que représente l'Ukraine, c'est avant tout une guerre de l'information, et le protagonisme de Zelensky va en ce sens. D'ailleurs, c'est une guerre de l'information, et il y a un sujet tabou dont on ne parle jamais dans les médias occidentaux, et en particulier dans les États donateurs à l'égard de la Russie aujourd'hui, c'est de la traçabilité des fonds. Donc, nous sommes maintenant à 7 mois. On a perdu le compte de ce qui a été donné en termes de milliards de dollars et d'euros et d'armes à l'égard. Est-ce qu'à un moment donné, il y a, vous, ex-agent de renseignement, en fait, en termes de tout ce que représente le renseignement d'analyse, en fait, qui est d'avoir plusieurs coups d'avance sur les faits et la gestion de risque, est-ce qu'on on mesure en fait ce que ça pourra représenter en termes d'effet boomerang avec d'éventuels conflits à venir. Alors on observe plusieurs choses. Un certain nombre de chiffres ont été fournis. Il y a eu quelques études chiffrées qui sont assez sérieuses, mais qui sont déjà dépassées par l'évolution des événements, dans lesquelles on peut voir ce que les États ont donné en montant total et en pourcentage de leur PIB, parce que ça donne des choses très différentes. Je dirais, Dieu merci, la France fait partie des contributeurs les moins importants. C'est-à-dire qu'on est capable de recenser à peu près correctement ce qui a été donné en termes de matériel, mais aussi en termes de financement, en tout cas tel que c'est annoncé par les États. Maintenant, il y a plusieurs choses. D'abord, on mesure difficilement la part de matériel militaire qui arrive sur la ligne de front. Il y a bien sûr des informations russes à prendre avec la plus grande prudence, qui disent à peine 30% du matériel livré par l'Occident arrive dans les premières lignes. Les Ukrainiens qui nous disent non, 100% y arrivent. Donc la vérité est obligatoirement un peu entre les deux. Les résultats parlent de toute façon. Alors, il y a deux choses. Les résultats parlent. Et puis on voit depuis plusieurs mois maintenant les mafias et les organisations criminelles ukrainiennes qui se sont emparées d'une partie de ces stocks d'armement, mais aussi d'argent liquide, on va y revenir, fournis notamment par les États-Unis. Et puis on mesure aussi ce qui passe à travers la frontière roumaine. Et puis on observe les alertes lancées par Europol et Interpol sur la circulation d'armement, donc leur manque de traçabilité. Et puis on voit dans un certain nombre de conflits hors d'Europe, et notamment en République démocratique du Congo, notamment dans la zone de l'Ituri, une reprise des combats qui sont liés directement au trafic et au transfert d'armement, pour l'instant essentiellement d'armement léger, provenant d'Ukraine. J'insiste aussi sur l'argent parce qu'on observe par différentes sources locales
à Kiev ce qu'on a vu à Kaboul et à Bagdad. C'est-à-dire que les Américains envoyant des C-130 dans lesquels on trouve des palettes pleines de billets d'argent liquide sous plastique, alors qu'à Kaboul, on servit à payer les seigneurs de la guerre, on servit à payer un certain nombre de membres du gouvernement afghan. En Afghanistan, ça a servi à payer les mercenaires et les sociétés privées. Ça a le même rôle en Ukraine. C'est à la fois, bien sûr, pour payer l'ensemble des mercenaires, des volontaires. Voyez, on peut utiliser les deux termes qui interviennent. Mais on sait très bien qu'une partie de cet argent disparaît dans la nature. Elle est très probablement, comme en Afghanistan, comme en Irak, à la fois détournée par les autorités, et je mets plus que ma main à couper qu'une autre partie retourne sur des comptes américains. Voilà, parce que justement, une chose, en fait, c'est de payer dans des États, disons, avec un système des garanties judiciaires plus qu'imparfaites. Une chose est dans une situation de conflit, de payer des agents de liaison, de payer des volontés avec des chefs féodaux, etc. Et bon, tout ce qui est propre à une situation de guerre, comme pouvait l'être l'Afghanistan. Et le système bancaire n'existant plus, on a besoin d'argent liquide. Exactement, voilà. Et des mercenaires, parce que finalement, il n'y a pas d'armée régulière, et s'il y en a une, elle n'est pas fiable. Enfin, voilà. Ce sont des situations, c'est critiquable, mais c'est le fonctionnement, disons, propre à toutes les guerres. Et une autre chose, c'est quand les propres donateurs et les propres États donateurs et les propres chefs des exécutifs ont un intérêt direct à ce que les choses se produisent de telle manière et à ce qu'il y ait de telles transactions. Et ici, c'est vrai qu'il y a quand même le précédent de la famille Biden et de Hunter Biden et des affaires avec des noms de sociétés, avec des implications qui sortent de son propre ordinateur, donc qui ne sont pas contestées, qui n'ont jamais été, il est vrai, investigués par le FBI. Donc, est-ce qu'on est tout de même dans un scénario qui ressemblerait à une sorte de mauvais film de corruption, mais au plus haut niveau et de façon tellement énorme qu'on aurait presque du mal à le croire. Alors, tous les éléments sont réunis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'expérience sur les autres conflits pour avoir en tout cas un certain nombre de signaux d'alerte qui nous permettent de dire que le même schéma est remis en place. De là à disposer des preuves explicites qui permettraient soit de faire un grand papier, soit de mener une action en justice, c'est très difficile. Peu de gens encore acceptent de parler, on a des bribes d'informations, mais disons le fait d'avoir déjà des patterns, si vous me permettez cette expression, sur les autres conflits et sachant comment ça se passe côté américain, on a très très peu d'illusions sur le fait que cette situation soit quasiment réelle, et comme vous le dites, c'est un mauvais film, mais les guerres servent aussi à enrichir les élites des pays qui conduisent les conflits, et je pense qu'on est tout à fait dans ce schéma. Donc pour l'instant, on n'a pas de preuves de retour vers des politiques ou des choses comme ça. Non, et on ne les aura jamais, puisqu'il s'agit d'argent liquide. Par contre, il y a l'épisode de l'Antonov qui n'était pas totalement inintéressant. Alors, c'est un épisode très, très amusant. Alors, en même temps, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on arrive aujourd'hui avec un certain nombre de sites Internet ouverts, spécialisés, qui suivent l'ensemble des vols ou l'ensemble du trafic maritime, plus les sources ouvertes sur les réseaux sociaux dans lesquels on va trouver un certain nombre de photos. On arrive à suivre des transactions d'armes, on arrive à suivre des livraisons, des vols. Et l'avion qui s'est écroulé en Grèce, effectivement, a eu un parcours plus qu'erratique. Ces allers-retours entre les principales bases ukrainiennes où se font les livraisons d'armes qui arrivent d'Occident, les Balkans et les destinations, on va dire, extérieures et exotiques dans lesquelles on sait très bien qu'il y a des conflits. En l'occurrence, surtout des places offshore. Des places offshore. On a déjà, à travers ce simple événement, parce que c'est le seul qui se soit trahi finalement, lorsque l'avion s'est écrasé, un début de preuves, en tout cas de très fortes présomptions, de réexpédition de matériel officiellement destiné à l'Ukraine sur des théâtres de conflits extérieurs. En avion qui était passé le 14, en fait, le jour 24 heures avant qu'il s'écroule, avait été en France, à Paris, et le jour avant. Oui, les plans de vol. Alors on a, pour l'instant, il y a effectivement des questions qui se posent davantage, en tout cas sur son transit sur la France, sur son transit sur les autres pays. Les éléments sont plus importants, en tout cas sur les escales, et donc il y a toujours une interrogation sur pourquoi est-ce qu'il a transité par la France. Pour le reste, on voit très bien qu'il est dans les zones de livraison d'armes ukrainiennes et qu'il doit probablement ramener de la marchandise ailleurs. Alors cette conversation, cette interview que nous sommes en train d'avoir ici, on ne pourrait pas l'avoir pratiquement dans d'autres circonstances, parce que ce que l'Ukraine aussi a démontré justement en termes de guerre d'information, c'est que la guerre s'accompagne de la censure. On s'accompagne en fait du formatage d'un discours qui est ce que l'on appelait avant propagande, et de la censure et de faire taire les voix. Vous-même, vous êtes un peu devenu en quelque sorte une tête de turc, si je puis me permettre. En fait, vous êtes fait quelques inimitiés
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est très intéressant dans ce conflit ukrainien parce que il y a une partialité incroyable. On disait tout à l'heure une irrationalité, voire une émotion. Alors, qui est en partie légitime, parce que pour les peuples occidentaux, et notamment en ce qui nous concerne en France, nous n'avons pas connu la guerre depuis 1945. On nous a fait un tel narratif, on nous matraque tellement d'images que tout le monde est absolument scandalisé par cette agression russe, qu'en plus les gens ne connaissent de moins en moins l'histoire et que ils n'ont pas ce recul pour analyser les origines du conflit. Et donc immédiatement, il est très difficile d'aller à contre-courant. Après, il y a deux positions. Il y a ceux qui, malheureusement, la grande majorité, reprennent le discours officiel, le narratif, et on peut parler d'une véritable propagande occidentale pour faire porter tous les torts de ce conflit sur la Russie. Il y a ceux qui sont pro-russes, et il y en a finalement relativement peu, il y en a quelques-uns. Et puis il y a ceux comme mon équipe est au centre, où nous cherchons, nous, en tant qu'anciens analystes de renseignement, à établir une certaine vérité. Mais bien évidemment, on est dans un procès en diabolisation, parce que le simple fait de s'inscrire en faux contre le discours officiel, le simple fait de dire que Zelensky est effectivement une marionnette de Kolomoïski, que ce n'est pas un chef d'État, que ce pays est... Nous sommes bien conscients que les Ukrainiens sont victimes d'une agression et d'une guerre, en tout cas pour ceux qui ne sont pas dans le Donbass, et donc il est légitime qu'ils prennent les armes pour défendre leur pays. Il n'empêche que ça veut dire qu'on a passé sous silence toutes les exactions qui ont été commises dans les républiques de Donetsk et de Luhansk depuis 10 ans, qu'on passe sous silence toutes les turpitudes de l'Ukraine, qui est quand même un État mafieux, qui a perdu 9 millions de ses habitants depuis l'indépendance. Quel est le pays au monde qui, en paix, a perdu 9 millions d'habitants entre 1991 et 2021? On oublie des choses comme ça. On oublie aussi, et moi j'ai été officier de renseignement à la fin de la guerre froide, donc j'étais farouchement anticommuniste, j'ai lutté contre le KGB, mais force est de constater que pendant 30 ans, nous avons bafoué les Russes, qu'on n'a pas tenu des promesses. Donc on se retrouve dans une situation où finalement on a poussé le bouchon dans l'eau profondément et on s'étonne qu'il remonte à la surface. Et surtout, on veut leur faire porter tous les torts. Donc notre position, c'est de dire non, c'est pas aussi clair que ça. Évidemment, tous ceux qui par naïveté, par calcul ou par ordre, parce que je crois qu'il faut dire les choses, bien sûr, nous vouent hégémonie, nous accusent d'être pro-russes. Alors tout ça dans l'absolu n'est pas très grave, mais c'est vrai que si on regarde plus largement comment les uns et les autres sont écartés des médias ou comment d'autres, au contraire, occupent on voit qu'il s'est mis une véritable logique de censure, de perte d'indépendance dans les médias. Et on le voit aussi par le déchaînement hystérique qu'on observe sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Wikipédia, et Twitter en particulier. Mais même après, on voit la dérive de médias qui devraient être neutres, comme Wikipédia, qui sont devenus des médias alors totalement justement, parce qu'en fait, il y avait la censure, c'est une partie, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a aussi, parce qu'il y a toujours, en fait, l'information finit par filtrer, parce que comme dirait Galilée et Paul Simov, enfin, les faits sont têtus. Donc, il y a un moment où les faits sont là en dépit de toute la propagande. Et donc, comment faire, si ce n'est peut-être justement en abattant le le messager, pardon. Et dans ce cas, en fait, justement, vous faites, donc sur Wikipédia, comme d'autres intellectuels aujourd'hui, ou analystes, en fait, François, entre autres aussi, en fait, comme titre, vous faites l'objet d'une campagne de dénigrement, et contre laquelle, en fait, si je comprends bien, vous avez relativement peu d'outils, en fait, pour... Pour l'instant, d'abord, on est surpris de voir le déchaînement de violence qui apparaît autour de ça. Alors, toute une série de médias sont visés, évidemment. Finalement, c'est la reprise en pire de ce qui s'est passé autour du Covid, parce que sur le Covid, on a eu bien sûr à la fois un discours officiel et des tenants du discours officiel, et on a eu de véritables opposants, dont un nombre étaient de véritables conspirationnistes, il faut le dire. Et puis, en fait, la frange qui en souffre, c'est la frange qui est au milieu. C'est la frange qui ne prend pas le discours officiel nécessairement, ou qui souligne les contradictions du discours officiel, mais qui n'adhère pas aux théories conspirationnistes. Et c'est un peu le même cas. Donc aujourd'hui, il y a d'abord, de notre part, une surprise en disant, mais qui sont les acteurs qui sont derrière cela? Donc ça, c'est une grande nouveauté. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que c'est très organisé. Et donc, ça veut dire qu'il y a derrière des stratégies, qu'il y a derrière des moyens. C'est du militantisme actif. Donc, c'est aussi intéressant de l'étudier, en disant pourquoi est-ce qu'il se passe des phénomènes de cette nature. Mais c'est en même temps extrêmement préoccupant pour l'avenir de nos sociétés, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de... La liberté d'expression est encore moins forte qu'elle l'était il y a quelques années. Et là, on est bien sûr... C'est de la diabolisation systématique. Et avec cette méthode imparable, en tout cas... Je crois qu'il ne trompe pas non plus tout le grand public qui a une capacité à réfléchir, c'est que
Il arrive que les Russes disent la vérité, que ça nous plaise ou non. Et il arrive souvent que les Ukrainiens mentent, et je crois que les déclarations de Ségolène Royal ces derniers jours sont tout à fait fondées. Mais il faut voir la réaction aussi. Finalement, voilà, on a un autre exemple du tir de barrage. Pour survivre médiatiquement et politiquement, elle a dû... c'est tout à fait dommage qu'elle se soit excusée, parce qu'elle n'avait rien dit. À mon sens, et nous qui travaillons sur le dossier, elle n'avait rien dit qui soit scandaleux. Il y a eu des massacres à Boutcha, tout le monde le reconnaît, les enquêtes sont en cours. Donc pour l'instant, affirmer que les Russes en sont responsables, c'est prématuré. Peut-être que ce sera le cas. Il y a des massacres, mais on ne connaît pas l'auteur. En fait. Si c'est le cas, on condamnera les Russes très volontiers, mais pour l'instant, les enquêtes criminelles ne sont pas... Voilà. Donc cette hystérie est absolument édifiante. Alors on est au sens propre dans la guerre de l'information, mais encore une fois, elle ne touche que l'Occident, parce que quand nous regardons comment l'information, la propagande, ce qu'on appelle le perception management, on est vraiment dans le management de la perception, eh bien on s'aperçoit que tout l'appareil propagandiste occidental impulsé par les spin doctors anglo-saxons de manière très astucieuse, il faut le reconnaître, ne marche finalement que sur le camp occidental, que ça ne prend pas évidemment en Russie, que ça ne prend pas dans le reste du monde, Amérique latine, Afrique du Nord. On a énormément de réactions positives venant des pays du Sud et du pays du Moyen-Orient qui nous disent, mais effectivement, il y a quelques voix en France qui essaient de donner une vision juste du conflit, et puis il y a le matraquage aujourd'hui de ceux qui sont militants. Alors, j'insiste sur un point, c'est d'autant plus frappant que la France n'est pas en guerre avec la Russie, et que l'Ukraine n'est pas un allié militaire de la France, nous n'avons pas d'accord de défense. Et que la France était en garant des accords de Minsk d'ailleurs, donc elle avait un protagonisme, disons, il y avait des antécédents en fait, et on connaissait la situation depuis 2014 en Ukraine, et on connaissait aussi le rôle des démocrates en 2014, singulièrement des démocrates. Mais alors dans toute cette machine en fait de censure, il y a un nouveau protagoniste en fait qui s'est instauré depuis quelque temps, et qui a, disons, atteint une apogée en fait avec l'Ukraine, qui est le fact-checker. Et ce fact-checker est en fait une personne qui a une autorité sur les choses dites et qui peut impacter dans label faux, en fait, fake. Donc cette personne, on pourrait imaginer que pour avoir une telle autorité, serait omniscient, disposerait d'une plateforme d'analystes avec une très haute valeur ajoutée académique, des personnalités venant de tous les camps disciplinaires, en fait des personnes qui pourraient faire compétence au MIT, au CNRS, à tous les instituts, dans tous les domaines, parce que bon évidemment on n'est même plus dans le camp de la critique entre pairs, là c'est une supra-autorité, une méta-autorité qui peut impacter et en plus ipso facto, en fait, immédiatement, et décréter que c'est... Alors, comment est-ce que vous, par exemple, face à... On va les nommer, ils nous nomment, donc Conspiracy Watch, par exemple. Alors, Écoutez, nous nous intéressions pas à ce mouvement, d'abord parce qu'on travaille sur les questions de géopolitique au renseignement, donc c'était pas et puis, je pense qu'il est utile de dénoncer de la conspiration quand il y en a, mais ce qui est très drôle, certains journalistes nous font le procès parce que nos propos sont repris par des groupes qui peuvent être des groupes centristes, de droite, de gauche, mais ils ne retiennent que le fait que certains groupes d'extrême droite ont repris nos propos sur leur site pour nous associer à l'extrême droite. Donc c'est bête comme chou, ça ne mérite même pas de... C'est du sophisme à l'état pur. C'est du sophisme à l'état pur. Je vous dirais qu'on a l'habitude de ça, parce que sur les printemps arabes que nous avons suivis en allant sur le terrain, on a vu déjà ces mêmes dérives. C'est-à-dire que sur la crise syrienne, en voyant les luttes entre un régime autocratique, celui de Bachar el-Assad, et les djihadistes, et en étant au milieu de la population syrienne, on avait déjà pris des prises de position en disant entre deux mots choisant le moindre. Si Bachar n'est sûrement pas le régime idéal, on en est bien d'accord, on torture dans la prison syrienne, c'est infiniment plus acceptable que d'avoir des barbus au pouvoir qui tuent. Voilà, donc évidemment, toute une frange islamo-gauchiste s'est immédiatement emparée de ce contexte pour dire, ben voilà, tous ceux qui aujourd'hui disent que Bachar est le moindre des mots sont des suppôts des dictatures. Donc on a vu ce phénomène monter. Ce que je trouve grave, c'est qu'un certain nombre d'ONG qui ne sont pas des organismes officiels, qui n'ont pas de légitimité autre que celle qu'elles se sont données, dont il faudrait aussi regarder l'origine des fonds et des informations, se posent en censeur. Et viennent donner des bons et des mauvais points en fonction de ce que l'on va penser, alors que c'est du militantisme politique. Oui, parce que ce n'est pas de la censure, à la forme, par exemple, de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était un système totalitaire
qui s'assumaient d'une certaine façon comme tels. On savait que c'était de la propagande, c'était vertical. Là, ce sont des fact-checkers, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se donnent une légitimité pour déterminer, en fait, pour faire la part entre le vrai et le faux. Et ce qui est étonnant, selon des critères qu'on ne connaît pas, qui sont discutables. Et surtout du personnel, des ressources humaines qui sont utilisées pour arriver, disons, à pouvoir déterminer que tel spécialiste dont la carrière est connue, en fait, est en fait en charlatan d'une certaine manière et qu'il faut le détruire professionnellement. Alors, alors la question qui se pose, c'est comment est-ce que le public accepte ça? Par exemple, parce que la question que chacun pourrait se poser, ce nouveau personnage qui est arrivé sur la scène qui s'appelle le fact-checker, qui est-il? Qui fait-il travailler? Quels sont ses fonds? Comment se fait-il que les gens ne se posent pas? Par exemple, vous, ça vous surprendrait de savoir qu'une société, par exemple, comme Conspiracy Watch, a en termes de ressources humaines en stagiaires par an, en fait? Alors, c'est effectivement ce sur quoi nous nous interrogeons quand on voit ces jugements-là, mais on le voit depuis le début de la crise du Covid, à la fois dans des ONG de cette nature, qui n'ont pas la ressource humaine, qui n'ont pas l'expérience, mais qui sont, on le disait, dans le militantisme politique avec des arguments plus que discutables. Mais on le voit aussi dans un certain nombre de rédactions de presse, et Dieu sait si on a des amis dans le domaine des médias, mais tout ce qu'on va appeler les fact-checkers, les vérificateurs, la différence du vrai du faux. Alors, encore dans certains médias, on voit qu'ils interviennent sur des faits très limités, mais aujourd'hui, leurs compétences en géopolitique, leurs compétences en médecine, leurs compétences en finance ou en économie sont extrêmement faibles. Alors, je le vois d'autant plus que on est forcé de constater que le niveau de compétences et de culture des nouvelles générations, en France en général, mais dans le monde journalistique, par voie de fait, ne cesse de baisser. Donc, quand on voit des jeunes gens ou des jeunes journalistes être capables de jouer les censeurs en disant ça c'est vrai, ça c'est faux, tel professeur de médecine n'y connaît rien, tel analyste géopolitique qui a 20 ans d'expérience dans le renseignement se trompe, est pro-russe et pro-Bachar. Au début, on en rigolait parce qu'on se disait ce sont des jeunes gens fort sympathiques, mais d'où viennent-ils? Et alors en même temps, c'est dangereux, bien évidemment. Ça va nécessiter dans le monde de la presse une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut... Et peut-être aussi des législateurs, à savoir est-ce que n'importe qui a le droit de s'arroger le droit de censurer quelqu'un? Et si quelqu'un peut censurer, d'ailleurs censurer c'est toujours mal, notre société occidentale repose sur la culture du débat, mais si toutefois quelqu'un devait censurer, est-ce que ça peut être n'importe qui? Et sous quelles conditions, en fait? Ça pose vraiment cette question. L'autre question, c'est il y a aussi une éducation à faire depuis le plus jeune âge, dans les lycées, sur la manière dont on doit prendre en compte l'information, parce qu'on est véritablement joué dans des logiques de saturation. Alors, ces logiques de saturation, elles ont aussi un effet positif, c'est qu'à un moment donné, il y en a tellement que, je dirais, le français moyen qui est derrière le poste de l'autre bout ne finit plus par écouter. Et je dirais, plus les événements se passent loin de chez lui, plus il est dubitatif. Et plus il est possible, bien sûr, de déformer les faits. Plus il se passe près de chez nous, plus c'est difficile de déformer les faits, parce qu'il y a de nombreuses sources et qu'on peut vérifier les choses par nous-mêmes. Donc ça a un impact sur un certain nombre de personnes, c'est indéniable, mais c'est aussi quelque chose qui ne va pas toucher d'autres auditeurs ou d'autres téléspectateurs. Et Dieu merci, il y a quand même aujourd'hui suffisamment de chaînes alternatives, de réseaux sociaux et de moyens de s'informer pour que les gens changent. Mais le danger, c'est que ce ras-le-bol que peut entraîner la presse et les médias officiels renvoie aussi des individus vers des sites conspirationnistes. Voilà, parce que les renvoyer, c'est difficile parce qu'ils ont très peu de contenu. Par contre, eux peuvent indirectement, effectivement, impacter, censurer, détruire toute une série d'intellectuels, et ils sont en train de le faire. Donc, il ne faut pas relativiser tout de même leur pouvoir de nuisance. Non, c'est vrai. Et parce que, finalement, ces organisations dont on ne sait pas comment elles se financent, bon, dans le cas de Conspiracy Watch, je crois qu'il y a une vague histoire, en fait, d'un chèque de 23 000 € reçu par l'épouse d'un des directeurs du Modem, si je ne me trompe. Mais il y a tout de même, ce sont très peu de ressources apparentes. En fait, ça se fait de façon totalement opaque. Elles sont quand même en titre en fait de presse. En fait, elles sont enregistrées comme organismes de presse et elles ont un impact. En ce qui vous concerne, par exemple, en ce qui concerne toute une série d'autres intellectuels et de journalistes et de gens qui essaient de faire décemment leur travail, cette capacité de nuisance d'organiser la pensée unique et un message complètement homogène avec l'effet que vous décriviez, à savoir en fait de détruire finalement la capacité des générations qui viennent à s'informer. Donc. Oui, alors je ne pense pas que ce soit le but, c'est plutôt le but de faire prévaloir son point de vue sur un dossier sensible.
bien sûr, on voit que ce sont des arguments discutables, qu'il n'y a pas nécessairement de fondement, de compétences derrière l'analyse. Il y a aussi énormément de rumeurs, et c'est toujours fait de manière suffisamment astucieuse pour ne pas prêter le flanc à la diffamation. C'est aussi un véritable professionnalisme en la matière, pour savoir instiller des choses à 75% fausses, mais avec un fondement de vérité détourné. Donc tout ça est fait de manière très professionnelle. Je ne pense pas que ce soit pour impacter durablement sur la population, mais il y a aussi chez eux une véritable tendance conspirationniste. Parce que le fait de voir le fait d'affirmer, je pense comme le fait Conspiracy Watch, que systématiquement toute personne qui a un avis différent du narratif officiellement qui nous vient de Washington, de Londres, repris par Paris, qui est en fait celui de Zelensky, et d'être lié à l'extrême droite, ça montre à quel point, et je peux comprendre qu'un certain nombre de personnes de ces journaux, par leur origine, soient très sensibilisées sur la menace extrême droite et néo-nazie. C'est tout à fait légitime. Mais de là, à aller assimiler systématiquement toute personne qui n'est pas d'accord avec eux à l'extrême droite, ça montre que ce sont eux qui sont devenus des conspirationnistes. À l'extrême droite ou au Kremlin, en fait. Puisque oui, à l'extrême droite ou au Kremlin, tout à fait. Au Kremlin, puisque vous êtes... toute une série de personnes qui pourraient avoir, disons, une lecture plus analytique des faits en Ukraine, par exemple, ou en Syrie avant, sont assimilés de facto à des gens de Kremlin. Donc il y a une conspiration du Kremlin. Et souvenez-vous, en fait, que par exemple, au cours de la campagne de Trump-Biden, la dernière campagne électorale, toute personne et même avant, même la campagne antérieure, toute personne, en fait, il y avait l'idée de la propagande et de l'infiltration d'informations russes, des désinformations russes. Donc il y avait une conspiration russe, il y a une conspiration du Kremlin. Bon, en fait, ce sont des conspirationnistes, parce que depuis 20 ans, ils n'ont pas démontré que vous me direz le contraire. Il y a quand même c'est un peu le monde sur l'affaire Trump, il n'y a eu aucune preuve d'entrisme russe. Et puis, encore une fois, venant des Américains, puisqu'on est dans le deux poids, deux mesures depuis tout le temps, les Américains annoncent Ubi et Orbi qu'ils ont déstabilisé un grand nombre de pays dans le monde depuis 1950, et puis le Guatemala, avec ensuite l'Iran. Ils n'ont cessé de manipuler les élections, de renverser des régimes, ce qui a été pendant longtemps l'une des tâches de la CIA. Donc, accuser aujourd'hui les Russes de faire la même chose aux États-Unis, ça prête à sourire. Et puis, ça montre aussi que si c'était vrai, ce qui pour l'instant n'a pas encore été prouvé de manière formelle, d'ailleurs il faut relire les résultats des enquêtes du FBI et de la justice américaine, ça montre à quel point les Américains sont devenus vulnérables aussi. Donc on est dans cette logique, et c'est vrai qu'on sourit un petit peu quand on voit se développer partout, y compris dans les structures gouvernementales, des cellules pour lutter contre la désinformation étrangère. Il faut le faire, il faut lutter contre la désinformation russe, chinoise, mais il faut aussi lutter contre la désinformation américaine, qui est un de nos principaux adversaires économiques. Mais est-ce que les blogs comme Conspiracy Watch pourraient être considérés comme des agents de la désinformation? Écoutez, je ne connais pas assez Conspiracy Watch pour vous le dire. Ou d'autres assimilés, en fait, qui sont... Oui, alors, c'est... Pour vous répondre, et sans chercher à avoir échappatoire, nous travaillons beaucoup plus sur le conflit ukrainien et sur d'autres zones de conflit qui nous semblent importantes en matière de renseignement, et du rôle de la propagande dans ces conflits. C'est vrai que nous ne ciblons pas tel ou tel journal ou Conspiracy Watch. C'est quantité négligeable. Mais c'est pas quantité négligeable, c'est des acteurs contre lesquels on n'a rien et qu'on ne connaissait pas. C'est quantité négligeable, si ce n'était leur effet de nuisance. Voilà, donc ça va. Du coup, je pense qu'on réfléchit maintenant davantage en se disant comment se passe aujourd'hui sur des conflits la manipulation de l'information. Est-ce que ce sont des acteurs objectifs? Est-ce que ce sont des militants associatifs qui ont une cause à défendre? Est-ce que c'est un système organisé, ou est-ce que c'est l'accumulation de points de vue similaires? Alors, quittons Conspiracy Watch, qui est en fait effectivement une quantité négligeable d'enfants et qui est très limitée, heureusement, au territoire français. Mais on peut parler des grands réseaux sociaux, par exemple. On sait que Facebook, parce que là c'est Zuckerberg lui-même en fait qui le déclare, a reçu la visite du FBI en lui demandant, en fait, lui conseillant de censurer toutes les informations qui portaient sur les révélations du New York Post et qui avaient trait au fils Hunter Biden et sa corruption gigantesque, ainsi que celle du frère de l'actuel président. Et en disant que c'était donc de l'information, encore une fois, une conspiration renversée, c'était des informations qui venaient du Kremlin. Donc là, tout de même, ça peut paraître anecdotique peut-être pour un certain nombre de personnes, mais là, il ne s'agit plus seulement d'une censure qui porte sur la chaîne de production d'informations, mais aussi sur le fonctionnement des autorités judiciaires dans ce qui est la plus grande démocratie du monde, en fait, des États-Unis. Ce qui était la plus grande démocratie du monde. Donc, l'attitude du FBI semble très
un but, en fait, imprégné de cette culture de la censure, du formatage de la pensée. Et finalement, les agents judiciaires, comme les agents d'intelligence, d'ailleurs, sont des gens qui répondent aux mêmes structures mentales que celles de l'épistémologie et de la science. Est-ce que ça fait un peu peur, non ? Oui, disons qu'il y a eu quand même l'enchaînement historique de plusieurs phénomènes. On a d'abord vu... d'abord, il y a une connexion politique, en tout cas aux États-Unis, entre les GAFAM et le milieu démocrate. Ce sont bien sûr pas des jeunes gens, je pense à Zuckerberg et à Bezos et autres, qui ne sont pas fondamentalement des républicains. Donc il y a déjà une forme de frontière politique qui est assez facilement identifiable. Ensuite, avant d'être dans la propagande au sens propre, on a vu des accords être passés avec des groupes comme Facebook, avec des structures comme Oxford Analytica, déjà pour voir si on pouvait analyser des élections, comment on pouvait les influer sur un scrutin, et puis à rentrer en action. Puis petit à petit, effectivement, ils ont continué à aller dans les zones grises en disant soit on va accélérer la diffusion d'informations dans un certain sens, soit on va faire une forme d'autocensure dans l'autre. Il y a quand même eu Twitter aussi avec la mise hors service du compte de Donald Trump. Alors c'est un vrai débat parce que Twitter est quand même une structure privée et juridiquement elle a le droit de chasser, mais dans la mesure où elle a presque un rôle, pas dire de service public, mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il y a un vrai débat, et finalement l'élément qui était majeur ces derniers temps, c'est les déclarations de Barack Obama, en disant il faut que nous revoyions les réseaux sociaux parce qu'ils véhiculent tout et n'importe quoi. Mais c'était intéressant, ça veut dire que cet instrument que le pouvoir américain avait encouragé et en partie instrumentalisé lui échappe à son tour. Et tant que le gouvernement américain, tant que les démocrates contrôlaient assez facilement l'ensemble de ces réseaux, bien sûr, ils ne disaient rien. Et quand ils commencent à voir que ces réseaux leur échappent, il s'agit de tout fermer. Maintenant, en ce qui concerne le FBI, on a là aussi depuis l'élection de Donald Trump, encore une fois, je ne fais pas l'apologie de Trump, mais ça a permis de montrer que ce qu'on appelle l'État profond aux États-Unis, alors l'État profond, ça n'a rien à voir de conspirationniste, ce sont les structures historiques anciennes qui existent dans un État et qui font que même quand les politiques changent, il y a toujours une espèce de tronc commun, de ligne directrice qui marche. En France, l'État profond, c'est l'administration. En Grande-Bretagne, ce sont les grandes familles de la City et de la noblesse. Aux États-Unis, ce sont d'autres milieux. Mais la communauté... c'est de la sociologie pure. C'est de la sociologie pure. Du temps de l'Union soviétique, l'État profond, c'était le Parti communiste et le KGB. C'est vraiment, on va dire, l'armature, la colonne vertébrale du pays. Aux États-Unis, on a bien vu déjà dans les affaires Trump la manière dont la totalité de la communauté du renseignement à majorité démocrate, a attaqué le président de manière totalement exagérée. D'ailleurs, il a quasiment gagné tous ses procès où il y a des non-lieux. Et depuis l'affaire de Mar-a-Lago, on voit un certain nombre de discussions, et principalement chez les Républicains, où certains n'hésitent pas à dire que si nous revenons au pouvoir, nous allons supprimer le FBI. Alors, le FBI a été créé par Charles-Joseph Bonaparte, qui était le petit-fils de Napoléon Bonaparte. Il faut le rappeler, il était français et il a été attorney général et nous allons sortir un livre sur la création du FBI et la carrière de Charles-Joseph Bonaparte au centre l'année prochaine. Mais on voit cette dérive du pouvoir judiciaire. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Mais tout ça va dans le suivi de l'affaire Snowden. Snowden, que les Américains considèrent à juste titre comme un traître, mais qui pour nous est un lanceur d'alerte exceptionnel, un homme qui s'est insurgé contre la dérive démocratique des États-Unis, qui, sans passer par le Congrès, mettait tout le monde sur écoute de manière indiscriminée. C'est pas tellement de faire de l'espionnage à l'étranger qui a posé un problème Snowden, c'est le fait qu'il écoute la population. C'est assez curieux, c'est assez paradoxal, parce que d'une certaine façon, une autre figure qui a été portée au nu par les réseaux sociaux et par l'administration démocrate américaine, c'est le whistleblower, en fait, la personne justement, le lanceur d'alerte en français. Et d'un autre côté, il y a Snowden, donc le lanceur d'alerte est potentiellement en traître, parce que qui est un lanceur d'alerte si ce n'est l'insider, c'est-à-dire celui qui est dans l'institution et qui va, c'est tout ce qu'incarne Snowden, et Snowden est devenu en fait le mal incarné, donc il y a un certain nombre... Encore du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que les Américains font tout ce qu'il faut pour avoir des lanceurs d'alerte au titre des lois anticorruption dans les entreprises européennes qu'ils soupçonnent d'avoir gagné des contrats au détriment d'entreprises américaines. Ils n'hésitent pas à donner jusqu'à 10% du montant des amendes qu'ils appliqueront à ces lanceurs d'alerte. Donc pour eux, il y a les bons traîtres, ceux qui leur rapportent des informations, et puis il y a les mauvais traîtres, c'est ceux qui sont des lanceurs d'alerte dans des structures américaines et qui renseignent l'étranger. Donc encore une fois,
On est dans le deux poids deux mesures. Affaire de Cuba 1962, il est anormal que les missiles soviétiques soient à quelques kilomètres des côtes américaines. Crise ukrainienne, il est normal que les missiles américains soient à quelques kilomètres des frontières russes. Des lanceurs d'alerte pour enrichir les Américains, c'est très bien. Des lanceurs d'alerte pour révéler leur turpitude, c'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible, et en particulier quand ça infiltre en fait des secteurs stratégiques comme le monde judiciaire, le monde de l'intelligence. Mais je ne résiste pas à la tentation de poser la question, cette fois-ci non pas à l'agent de renseignement ou au stratégiste en fait que vous êtes, mais à l'homme en fait, au citoyen que vous êtes. Est-ce que vous considérez que nous sommes moins modernes aujourd'hui? À savoir, est-ce que débattre est possible? Est-ce que il y a quelques décennies, débattre et même dire des choses inélégantes était possible, se tromper était possible. Oui, alors on est à la fois plus moderne, et c'est parce qu'on est plus moderne qu'on est en situation agressive. Et il y a toujours un exemple que je prends parce qu'il m'a toujours frappé lorsque, comme tous les Français, j'étais en classe de première terminale. C'est la période où c'est très, très ennuyeux d'étudier l'histoire. Jusqu'à la fin de la Révolution française, jusqu'à 1830, on est encore dans une histoire factuelle qui est assez facile à comprendre. Et puis, dès la Deuxième République, d'abord, c'est les 2 années avant le bac, donc on connaît finalement mal notre histoire de la Troisième République et de la Quatrième. Or, quand on la regarde bien, les débats les plus importants ont eu lieu sous la Troisième. La qualité des hommes politiques de l'époque, qu'on soit sur Freycinet, sur Gambetta, sur Clémenceau, même sur Adolphe Thiers, ce sont beaucoup de journalistes, beaucoup d'avocats, des gens avec un très haut niveau d'éducation, pas de pensée unique, il n'y avait pas d'école nationale d'administration, ils ont tous écrit des histoires extraordinaires, l'histoire du courrier de Garquinet, et nous n'avons plus du tout le même niveau d'éducation aujourd'hui. En plus, les débats à l'Assemblée, à la Chambre, aussi virulents qu'il était passionnant quand on relit ça. La Constitution de 1875 est quand même la Constitution mère de tout. Et donc, petit à petit, bien sûr, les choses ont évolué, mais indéniablement, depuis le début de la révolution de l'information, c'est-à-dire depuis les années 90, l'apparition d'Internet, l'américanisation de la France, c'est-à-dire l'éducation dans laquelle on ne vous fait plus que des questionnaires à choix multiples, où, il faut le dire, il n'y a plus de concours d'entrée à Sciences Po, c'est sur dossier. Nous avons supprimé les mentions dans la très grande majorité des matières à l'université pour les doctorats. Donc il y a vraiment une... Tout ça, ça participe de la culture woke. La discrimination une partie de la culture woke, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est un abaissement de la culture. Et donc, du coup, les gens sont beaucoup moins... Alors que, plus que jamais, on a besoin d'avoir une culture générale forte pour jouer un rôle de filtre par rapport aux masses d'informations contradictoires qui nous arrivent. En réalité, il y a une véritable régression intellectuelle. Oui, parce qu'à la fois, il y a cette espèce de discours, effectivement, condescendant à l'égard de certaines catégories de population, et de l'autre côté, il y a l'appareil de censure et d'infiltration de la défense et du pouvoir régalien. Et là, je viens, en fait, à la question du comité de défense, en fait, qui a muté, en fait, très récemment en France, donc il s'occupait de questions sanitaires. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien de quoi il s'occupe. Enfin, il est dans la prévention, c'est un titre un peu hybride. Est-ce que, donc, vous êtes un homme, en fait, de renseignement. Le rôle de renseignement, en fait, et de toute analyse dans quelques services, que ce soit étranger, intérieur, contre-espionnage, etc., c'est de prévenir les risques et de gérer les crises lorsqu'elles se produisent. Est-ce que le sanitaire, le changement climatique sont le propre de la défense, et est-ce que ça justifie un secret d'État ? Alors, c'est une vraie question, parce que là, on est au-delà du renseignement, on est sur le fonctionnement des institutions. Mais c'est quand même de la défense, en fait. C'est étonnant au comité de défense pour des questions sanitaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les autorités, l'exécutif, le président de la République, considèrent qu'on est là sur quelque chose qui touche directement à l'équilibre et presque à la survie de la France, il y a la possibilité, on peut considérer que... Donc vous ne trouvez pas que c'est disproportionné ? Écoutez, je pense qu'il y a une dérive, mais je dirais sur un plan institutionnel, ça peut s'expliquer. Ce qui est par contre plus regrettable, c'est que nous avions eu dans les années passées un Conseil de sécurité intérieure qui aurait été beaucoup plus approprié pour gérer ça, plutôt que de mettre le Conseil de défense, qui normalement est un conseil qui réunit les principaux chefs d'état-major et les ministres sur les questions de défense fondamentales sur le nucléaire. La sanitaire n'est pas le fait de la culture scientifique, plutôt des médecins que des militaires ? Il y avait en même temps des règles de maintien de l'ordre derrière. Alors, encore une fois, je ne valide pas. Mais quand on regarde les textes et quand on sait comment marche l'État, à un moment donné, on a une structure sous les mains, on doit agir dans l'urgence, on ne va pas en créer une deuxième. Après, une fois que celle-ci a été, que le Conseil de défense a servi à cela, il y a eu pour moi un abus de pouvoir en utilisant le secret défense systématique et autour de ce Conseil de défense qui fonctionne avec le secret défense pour des choses sanitaires. Qui est devenu chronique, on est d'accord, puisqu'il se prolonge au cours de ce deuxième mandat. Tout à fait.
Donc je vais terminer en fait donc cette passionnante interview. Je vous remercie d'avance, mais je voudrais quand même toujours insister, puisque on est vous me direz si j'ai raison ou pas, quand même dans un moment assez critique de l'histoire de la pensée occidentale et de ce merveilleux pays qui en fait est le pays des philosophes, de l'illustration, de la liberté. Hein. Est-ce que on a vu par exemple le cas d'Éric Vérac qui était en garde à vue, voilà, 24 heures. Donc, jusqu'à présent, on a parlé que la censure. La censure, généralement, est le pas antérieur à la répression. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ceci augure d'une espèce de constante qui est en train de s'installer dans notre société, qui est le délit d'opinion? Oui, alors c'est la vraie question. On a malheureusement des exemples beaucoup plus préoccupants en Allemagne et en Tchéquie, si ma mémoire est bonne, où des journalistes ou des chercheurs, ou plutôt des faiseurs d'opinion, ont été poursuivis en justice par leurs autorités pour avoir pris des positions pro-russes. Je n'ai pas vu j'ai vu les deux chefs d'accusation, mais j'ai pas pu lire les deux textes. Sur l'un des deux, c'était quand même vraiment tiré par les cheveux. Alors, en France, on a l'exemple récent d'Éric Vérac, mais j'ai pas regardé le contenu de l'accusation, donc qui a été détenu en garde à vue. Oui, c'est quelque chose comme ça commence à être préoccupant. On se dit, mais non seulement il y a une forme d'ostracisation dans les médias quand on ne dit pas ce qu'ils veulent que nous entendions, et puis quand certains commencent à peut-être être plus assertifs, voire peut-être plus provoquant, une action judiciaire est menée contre eux. Donc ça, c'est effectivement une vraie dérive de la liberté d'expression, d'autant qu'on a des dizaines d'exemples où des gens ont tenu des propos beaucoup plus agressifs, beaucoup plus dangereux. Je pense notamment à un imam qui refuse son expulsion de France, qui est quand même poursuivi en justice, mais c'est pas le seul dans la matière auquel il n'arrive strictement rien. D'accord. Je veux rappeler en fait que vous venez de publier en tant que directeur de collection ou directeur de l'ouvrage, donc le Haut-Karabakh, le livre noir. Alors on s'intéresse, comme je vous le disais tout à l'heure, à de nombreux conflits. Et un conflit qui pour nous semble particulièrement important, c'est le conflit entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, donc les Arméniens, parce que c'est un conflit qui est passé sous silence, où un régime azéri qui a fait appel à des djihadistes soutenus par la Turquie a massacré et a poursuivi le génocide arménien de 1915. L'Europe ferme les yeux. La France a été une des seules nations à réagir. L'Europe ferme les yeux. L'Europe fait pire. Elle achète même du gaz à l'Azerbaïdjan. Donc oui, nous publions le livre noir du Haut-Karabakh aux éditions Ellipse qui sort ces jours-ci. D'accord, donc je vous augure beaucoup de succès en fait pour ce livre et j'espère qu'il ne sera pas fact-checké par une stagiaire spécialiste en documentisme. Il ne le sera pas parce que nous avons fait en sorte d'avoir non seulement des chercheurs de toute spécialité, mais vous y retrouverez aussi bien François-Olivier Gisbert, le patron du Point, Olivier Faure du PS, la sénatrice Madame Carlotti qui est du PS, mais François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau. Donc c'est une vraie démarche transcourant française pour défendre la cause arménienne. Mais plus c'est prestigieux, plus le risque de fact-checking existe. Donc personne n'est à l'abri de l'omniscience. Je vous remercie infiniment d'être venu nous visiter et à un troisième épisode peut-être chez François. Merci beaucoup. Merci.